Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous, c'est l'heure de votre émission Santé Mag. Alors nous vivons une ère hyper connectée, les écrans font désormais partie de notre quotidien. Ils nous informent, nous divertissent, nous relient aux autres, mais à quel prix? Aujourd'hui, nous abordons un sujet souvent sous-estimé, l'impact de la surconsommation des écrans sur notre santé physique et mentale. Alors fatigue, troubles du sommeil, anxiété, difficultés d'apprentissage, les effets sur la santé sont bien réels, mais malheureusement encore trop souvent banalisés. Alors où commence le trop? Et comment se préserver et comment se protéger justement? Quels sont les signes d'alerte? Faut-il interdire les écrans ou aller vers une stratégie d'éducation et de modération? Sommes-nous tous en train justement de sacrifier notre bien-être physique et mental sur l'autel de la technologie? On en parle aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui professeur Tapti Majid. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chef de service pédopsychiatrie à l'EHS Cher-Aga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci. Avec nous aussi docteur Hellal Adlen. Bonsoir. Bonsoir. Merci merci à vous d'avoir accepté. Vous êtes spécialiste en médecine interne. Tout à fait. Avec nous aussi docteur Kaloun Nasraddin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre dans le libéral. Merci aussi à vous d'avoir accepté. Merci, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous et de répondre à l'invitation de Canal Algérie. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, on parle des écrans et on va commencer par vous, justement, docteur Kaloun. Que se passe-t-il dans le cerveau d'un enfant qui grandit les yeux rivés sur un écran au lieu de découvrir le monde autour de lui? Effectivement, c'est un sujet très pertinent et important, il est d'actualité. L'enfant de connaissance, il apprend comment il apprend en utilisant ses organes de sens. Donc, généralement de 0 à 3 ans, il a un développement psychomoteur chez cet enfant-là. Ce développement psychomoteur, il a besoin d'utiliser, de voir, de parler avec l'autre, de toucher, donc d'utiliser ses organes de sens. Donc, prenez l'exemple, cet enfant-là, à une journée ou 2 jours de sa naissance, il est collé à son portable. Est-ce qu'il touche à quelque chose? Est-ce qu'il regarde l'autre? Il s'interagit avec l'autre? Il ne développe pas ses sens? Bien sûr, je veux donc juste l'exemple d'une orange. Si on donne une orange à un enfant, il touche cette orange-là avec sa forme, sa taille, son poids. Il peut la jeter, il va sentir le sang quand elle tombe. Il va regarder celui qui va lui donner cette orange-là. Donc là, il utilise beaucoup de sens. Mais cette orange-là, au niveau d'un écran, c'est quoi? C'est juste une image. Plate. Exactement. C'est juste une image. Donc, c'est toute la problématique là. D'accord. Donc, il ne découvre pas réellement le monde autour de lui, même si on croit souvent que les enfants face à un écran vont apprendre. Il y a une idée reçue autour de ça, apprendre l'alphabet ou apprendre des choses, apprendre des chansons. C'est bien de montrer des écrans aux enfants, c'est une idée reçue, bien sûr. Oui, c'est une idée qui est fausse. Quand on met un enfant devant un écran, il est en train de regarder il est on peut dire, concentré passivement. C'est pas de la concentration active, c'est passif. Donc, à savoir que le cerveau, on peut parler un peu de cerveau. Il ne joue pas un rôle réellement dans ce qu'il est en train de vivre. Oui. Voilà. Oui. Alors, on pense souvent au côté psychologique, mais on pense au mental, bien sûr, mais on ne pense pas souvent au côté physique et à la santé. Mais quels sont les premiers effets, justement, de la surexposition aux écrans? Ah ben oui, tout à fait. C'est le fait qu'on soit constamment face à ces écrans, que ce soit le téléphone, la tablette ou l'ordinateur, on est quand même en position vicieuse parce qu'on est constamment avec la tête fléchie en avant. Et déjà, les premières répercussions sont au niveau déjà du rachis cervical, hein, parce que le fait de garder la tête comme ça en flexion, on exerce des pressions sur le rachis, des pressions qui théoriquement ne sont pas prévues. Et par conséquent, forcément, avec le temps, on va laisser des séquelles. C'est probablement source d'une arthrose ultérieure et peut-être, pourquoi pas aussi, d'une hernie discale cervicale, etc. Donc, en fait, il va y avoir des répercussions. Les répercussions commencent au niveau du rachis, mais pas que, hein, parce qu'après, il y a un état d'adaptation de l'ensemble du rachis, que ce soit dorsal et lombaire. Et le fait qu'il y ait ces modifications peuvent entraîner par la suite des modifications qui sont malheureusement irréversibles avec des positions vicieuses, des syphoses dorsales, etc. Quand on parle de physique, il n'y a pas que le rachis aussi. Oui. En fait, le fait qu'on soit constamment collé à son écran, on ne bouge pas. Et le fait de ne pas bouger, il y a aussi l'effet de la sédentarité, hein, il ne faut pas l'oublier. Et la sédentarité, on connaît les répercussions de la sédentarité. Un enfant qui ne bouge pas, un adolescent qui ne bouge pas,
Et ça va l'exposer notamment au risque de la sédentarité, le fait qu'il ne bouge pas, ça l'expose à un risque de prise de poids, etc. Sans oublier aussi que lorsqu'on est collé à ces écrans, parfois, sans se rendre compte, on se met à grignoter. Et bonjour les dégâts, parce que voilà, c'est source d'obésité, c'est source aussi de complications cardio-métaboliques, etc. Oui, donc, ce n'est pas des moindres. Voilà, et on reviendra aussi tout au long de l'émission sur toutes ces pathologies, le sommeil, les yeux, tout cela, on en parlera tout au long de l'émission. Et justement, professeur Tapti, est-ce que vous avez remarqué des pathologies naissantes ou des pathologies qui s'aggravent avec l'exposition excessive des écrans chez les patients que vous rencontrez? Oui, bonne question. Enfin, à vrai dire, les deux. Donc, comme mes collaborateurs ont bien spécifié la question, c'est une thématique d'actualité. Aujourd'hui, on est dans un monde, vous l'avez si bien dit, Formule 1. Ça va trop vite. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Vous savez, le cerveau de l'être humain est doté d'un filtre. Donc, à partir du moment où il y a toutes ces informations qui diffusent, vu les mutations sociales, tous ces font que le cerveau humain, à un moment donné, il ne peut plus assumer. Donc, alors, surtout quand il y a des informations qui sont négatives. Alors, pour les maladies, les troubles induits par l'exposition ou la surexposition aux écrans, elle est néfaste, je dirais, des dégâts. Donc, hormis les dégâts somatiques, physiques, ça, je laisse mon confrère en parler, mais ce qui est des dégâts, ça va en fonction de l'âge. Vous savez, quand vous mettez un enfant, je dis bien un enfant de moins de 6 ans. Aujourd'hui, on donne des portables qui est un couteau, qui est un poison. Oui. Quand je circule... On n'est pas conscient justement de la dangerosité de mais c'est nous, madame, c'est nous, les parents. On est responsables. Tout à fait. C'est nous qui donnions ces objets à nos enfants. Donc l'enfant, il ne vous demande rien. Écoutez, il a besoin de manger, il vous dit, voilà, donne-moi à manger. Mais il ne vous dit pas, il ne connaît pas l'écran, il ne connaît pas la subtilité de cet écran. Oui. Donc c'est nous les parents. Mais pourquoi on donne? Parce que qu'est-ce qu'il faut chercher? Ce n'est pas pourquoi on est arrivé à cette situation, mais comment on est arrivé à cette situation. D'accord. Donc quand on donne à un enfant moins de 3 ans, imaginez, moi je circule dans les rues d'Alger, je vois des mamans, on achète la paix. Oui. On achète la paix à la maison ou bien à l'extérieur et tout. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va trop vite. Les couples aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on est dans un monde nucléaire. C'est des couples qui travaillent. On n'est plus dans la grande famille protectrice qui contrôle. Avant, il y avait toute la famille, la grande famille qui vivait tous, tout le monde vivait sous le même toit. Donc il y avait les tantes, il y avait la grand-mère, il y avait tout le monde qui pouvait donner un coup de main pour s'occuper, pour donner à manger, pour jouer. Alors aujourd'hui, avec une maman qui travaille toute la journée, avec beaucoup de tâches, et cette charge mentale surtout, on n'en parle pas assez. C'est un couple nucléaire, et encore, ils ne s'arrivent pas à s'entendre. Oui. Donc quand on voit aujourd'hui, c'est un autre sujet, les séparations et les divorces. Donc quand il y a une petite querelle familiale, pour que l'enfant... Je donne un exemple, je suis thérapeute de couple et de famille, donc je peux me permettre de... Donc on donne cet objet-là. Mais cet objet-là, il a une accoutumance. Quand l'enfant, l'adolescent va s'habituer à ça, ce qui est le problème, donc il y a le contenant. Le contenant, c'est ce qu'on donne, c'est les appareils. Oui. Il y a le contenu. Moi, je vais en parler beaucoup plus du contenu. Le contenu, donc ça va donner, pour revenir à votre question, si vous permettez, c'est par exemple des troubles, on le voit à l'école aujourd'hui. Donc le réveil déjà tardif des enfants, ils ont du mal à se réveiller. Ils ont des troubles de concentration, ils ont des troubles d'attention, ils ont des troubles de mémoire. Je l'ai toujours dit, on lit mieux sur un livre que sur une tablette. Donc vous voyez ça, on a un rôle, mais sans culpabiliser les parents. L'école aussi, elle a un grand rôle. Donc c'est un travail qui concerne un peu tout le monde, tous les médecins, les médias et tout. Et aujourd'hui, on vient de rentrer de Constantine, on a fait un congrès, on en a beaucoup parlé sur la surexposition aux écrans. Oui. Voilà. Après, à l'adolescence, c'est autre chose. À l'adolescence, à partir de 10 ans, 11 ans, ça devient encore plus grave. Pourquoi ? Il y a l'estime de soi qui est touchée aussi, il y a la comparaison, mais on y arrive tout au long de l'émission. C'est le contenu aussi. Oui, c'est le contenu. On y arrive, professeur. Alors, si vous me permettez, je peux aller plus loin chez les parents. Un enfant à qui on n'a pas donné cette tablette-là, quand il voit ses parents sont toujours avec les tablettes. L'exemple qu'on donne aussi. L'exemple qu'on donne. L'enfant de nature, il est curieux. Il est curieux. C'est quoi cet objet-là que les parents ont au niveau de leurs mains? Donc,
La première chose qu'il veut avoir, c'est une tablette, un portable. Donc, c'est nous le problème. C'est une addiction. C'est nous qui devons aussi... Justement, est-ce qu'on est en train de glisser vers une addiction? Mais on est dans l'addiction sans produit. Oui. Parce qu'il y a l'addiction avec produit, c'est ce qu'on consomme et tout, c'est à part, c'est les drogues et tout. Mais il y a l'addiction sans produit, c'est les tablettes. Oui. Parce que, quoi qu'on fasse, on revient à la fameuse définition de Loewenstein. C'est quoi? C'est la rencontre d'un produit, c'est la prédisposition personnelle et c'est l'environnement. Oui. Aujourd'hui, tout s'y apprête. Tout à fait. L'environnement, qui est, s'il est ce qu'il est, oui. La prédisposition personnelle, quand un enfant, par exemple, issu d'un couple divorcé, où il est seul, où il n'a pas de contact, il n'y a pas d'amis, aujourd'hui, on est dans un monde plus à disposition des produits. Oui. Il y a tout. Justement, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un sujet dans lequel le professeur Boufresh nous explique justement ce mécanisme, il répond à ces questions, le mécanisme de l'addiction, comment notre cerveau devient dépendant de ces écrans, et on revient tout de suite après pour continuer à en parler. Parfait. Parfois, lorsqu'un enfant ou un adolescent regarde un écran, on se rassure. Ce n'est pas bien grave, il aime ce dessin animé, cette série, il discute avec ses amis, regarde des vidéos drôles. Mais peu à peu, on se rend compte qu'il ne décroche plus les yeux de l'écran. Ce comportement, qui semble inoffensif, pourrait en réalité cacher un véritable trouble, l'addiction aux écrans. Dans les addictions, il y a deux types. Il y a les addictions aux substances, addiction avec produits, et les addictions comportementales, c'est-à-dire addiction à une conduite, à une action, faire quelque chose d'une façon répétée, d'une façon compulsive, sans pouvoir se débarrasser, là on est addict. Et l'addiction est une maladie et ça se soigne. Contrairement à d'autres formes d'addiction plus visibles comme celles liées aux drogues ou à l'alcool, l'addiction aux écrans peut passer inaperçue pendant longtemps. Pourtant, ses conséquences sur la santé mentale sont bien réelles. Les troubles du spectre autistique pour les plus jeunes, les troubles du comportement, les troubles du caractère, l'anxiété, la nervosité, l'irritabilité. Les enfants deviennent plus irritables, deviennent plus angoissés, deviennent plus agités. Et cette persistance dans ces comportements à risque se manifeste aussi par le perte du contrôle, c'est-à-dire la perte du contrôle. C'est-à-dire l'enfant ne peut pas contrôler ce comportement. Anxiété, isolement social, troubles du sommeil, baisse de l'attention ou de la motivation, les symptômes sont multiples et parfois subtils, mais certains signes ne trompent pas. Et quand on lui enlève par exemple son téléphone, l'enfant sent un malaise, une irritabilité, il s'agite, il devient angoissé et il ne s'endort pas. Il présente même des troubles par exemple d'énurésie, c'est-à-dire il fait ses besoins urinaires durant la nuit. Là, on parle d'une vraie addiction qui devrait se soigner. Les écrans ne sont pas seulement des objets de distraction. Ils déclenchent dans le cerveau des mécanismes proches de ceux de l'addiction. Si on est addict, qu'est-ce qui va se passer dans notre cerveau? C'est la libération, le fait de voir la télé, donc une vision. Il y aura une libération de la dopamine dans un circuit qui s'appelle le circuit de récompense. C'est un circuit dopaminergique dans le cerveau. Ça s'appelle aussi le système de récompense aussi. Donc il y a une forte libération de la dopamine qui déclenche ce sentiment de bien-être, ce sentiment de plaisir, de détente. Comprendre l'origine de l'addiction permet de mieux y répondre. Loin d'être une fatalité, l'addiction aux écrans peut être combattue avec des stratégies simples mais efficaces. Un pédopsychiatre pour les enfants qui sont formés pour prendre en charge les enfants pour arrêter ou pour se sevrer de cette conduite addictive ou de cette addiction comportementale par des psychothérapies adaptées à ce type de pathologie nouvelle qui est la psychothérapie cognitivo-comportementale. C'est un comportement qui est pathologique, donc on doit le soigner par une psychothérapie comportementale. Les écrans font partie de nos vies et ils continueront d'en faire partie. Mais entre usage raisonné et dépendance, la frontière est mince. Reste à chacun, parents, éducateurs ou simple utilisateur, de ne pas laisser la technologie prendre le dessus sur l'essentiel, le lien humain, la curiosité du monde réel et le temps partagé, hors connexion. C'est important, c'est clair, de partager du temps, du vrai temps avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis aussi. Alors on connaît une règle, la règle qui dit 3, 6, 9 et 12 ans. Donc pas d'écran jusqu'à l'âge de 3 ans. Ensuite de 3 à 6, une heure d'écran. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité, cette règle, ou faut-il revoir les âges, faut-il revoir tout ça? Professeur Tapti? Oui, bon, théoriquement, elle reste toujours valable, mais le problème, il est dans la pratique. Oui. C'est dans la pratique. Moi, bon,
je suis adepte un peu de cette... j'irai un peu plus loin, hein, moins de 3 ans, moi j'irai moins de 5 ans, 6 ans. C'est-à-dire moins de 3 ans, il ne faut pas donner. Oui. Il faut même pas l'exposer. Parce que, vous savez, mon confrère de médecine interne, sûrement, il va parler un peu des troubles visuels, hein, tout ce qui est lumière bleue, les troubles du sommeil et tout ce qui s'ensuit. Moi, je suis entièrement d'accord. Mais le problème, c'est que les familles, ils ont du mal à appliquer ça. Ils ont du mal parce que, vous savez, on est dans une société de paraître. On a le regard de l'extérieur. Vous ne pouvez pas enlever un portable à votre enfant alors que le voisin, il en dispose. Si on n'habitue pas son enfant dès la naissance à ce téléphone-là et puis qu'on lui lise des histoires, qu'on essaie de s'occuper et donc de l'occuper, je pense que c'est possible. Oui. Oui. Moi, je suis beaucoup plus pour donner à son enfant ou à son jeune adolescent, lui faire... Alors, on parle surtout des enfants dès la naissance, pas d'écran, on est bien d'accord. Moi, je dirais avant 4-5 ans, pas d'écran. Mais on pense souvent aux tablettes, on pense au téléphone, mais on ne pense pas à la télévision qui nous accompagne dans la chambre ou dans la cuisine, qui est allumée. Oui. Permettez-moi de vous le dire, la télévision, moi je préfère laisser un enfant à la télé que dans... Pourquoi? Parce que à la télé, ça reste passif. L'enfant n'a pas le contrôle. C'est vrai que ça reste dangereux, parce qu'il y a toujours la lumière bleue et tout ce qui se passe. Mais ça reste moins dangereux, parce que dans un portable ou dans un PC, c'est actif. Vous êtes acteur. Oui. Donc vous pouvez, je sais pas moi, surfer, scroller, voir ça, c'est actif. Par contre, à la télé, vous êtes soumis à l'exposition de ce qui... Donc ça reste passif. Surtout, bien évidemment, respecter la distance, voilà. Mais bon, dans les deux, je préfère, entre guillemets, exposer mon enfant à la télé qu'avec une tablette. Oui. Si vous permettez, juste pour aller dans le même sens. En fait, la télé, nous sommes tous dans la même salle. Donc en fait, l'enfant vit toujours, effectivement, et vit toujours dans un milieu social. Ouais. À l'inverse du téléphone, l'enfant est complètement désocialisé. Il est dans son monde, il est coupé du monde. Oui. Et ça, avec les retentissements sur le plan psychologique, sur le plan mental... Je peux rajouter, par rapport à la télévision et l'écran, les tablettes et les portables, il y a toujours cet effet-là dont il a parlé Dr Boulpech par rapport à l'addiction. Le portable, il y a un défilement d'images, de choses, où on est liké, on est actif. Voilà. On est liké. C'est là qu'on active le circuit de la récompense et la sécrétion de la dopamine. C'est quand il y a quelqu'un qui nous suit, qui nous fait un like. Oui. Donc, c'est là... Commenter. On cherche toujours ces commentaires-là, c'est vrai. Donc, c'est là où s'active la dépendance. Donc... Quand il n'y a pas de défilement, là, comme la télévision, comme l'a dit notre confrère, il y a d'autres personnes, il y a une interaction sociale, il y a moins d'effets, même si moi, je ne suis pas pour la télévision de 0 à 3 ans. Si on parle de la règle de 3, 6, 9, 12, de 3 à 6, des petites durées en présence d'un adulte qui accompagne, ça veut dire il y aura on peut toujours interagir avec cet enfant, lui dire qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as vu, est-ce que tu as compris il y a une interaction. À partir de 6 ans, tout dépend du développement de cet enfant-là, de ses capacités, on peut le laisser un petit moment. Oui. À partir de 9-10 ans, on peut avoir, mais sans connexion, vous voyez, c'est là où ça change, je suis d'accord avec le professeur Sabti. Donc, ce n'est pas une règle qu'on doit suivre à la lettre, mais elle est maniable, on peut la modifier, Sans oublier qu'il faut gérer le programme. Il faut avoir un œil sur son enfant regarde. Le contenu. Et il y a le contexte aussi familial qui est très important, le contenu. Maintenant, il faut avoir le regard, le contenu. Mais je voulais mettre le curseur là où ça fait un peu mal, c'est les réseaux sociaux. Voilà, donc nous, aujourd'hui, vous avez de pré-ados de 10 ans, et ils ont tout, l'Instagram, le Facebook, Moi, je ne les connais pas. Peut-être on est passé d'une génération analogique, ma génération, peut-être un peu moins la vôtre, l'analogique au numérique. On s'est adapté à cette génération. À 10 ans, c'est trop tôt. Non, c'est trop tôt pour les réseaux sociaux. Pourquoi? Mais attendez aussi, le problème, c'est les conséquences. Les réseaux sociaux, c'est parce que vous êtes dans le virtuel. Quand vous avez des gens qui sont derrière ce portable. On ne sait pas à qui, on ne sait pas la dangerosité aujourd'hui. Votre enfant est en train de parler. Les statistiques de la gendarmerie et de la police sont effarantes en Algérie. Tout ce qui est cybercriminalité, tout ce qui est pornographie, tout ce qui est... Donc tout ça, c'est ça qui est dangereux. Les dérapages, c'est ça. Et un adolescent, et surtout, ça coïncide avec une période de vulnérabilité. Une période où l'adolescent, il est dans l'expérimentation. Il veut connaître, il veut découvrir. Et vous savez...
je reviens à cette fameuse phrase de Robert Berthelier qui a toujours dit que la drogue ou l'addiction est un piège. On sait comment rentrer, mais on ne sait pas comment sortir. Si un adolescent rentre, c'est très difficile. Nous avons hospitalisé justement des adolescents de 13-14 ans, comme l'a dit le professeur Boufflèche, dû à des troubles de comportement. C'est le jour où on a essayé, où la maman seule, généralement, elle enlève le portable à son fils. Elle s'est faite tabasser. Oui. Voilà, donc c'est ça le drame, c'est l'accoutumance. C'est un trouble, c'est une accoutumance comportementale. On parle même d'héroïne numérique actuellement. Voilà. Oui. On parle d'héroïne numérique. Oui. L'écran est devenu une drogue, même si ce n'est pas forcément reconnu. L'OMS a reconnu les jeux vidéo comme étant une addiction claire, mais c'est le même mécanisme pour les réseaux sociaux et ça n'a pas encore été reconnu. D'une addiction, il y a l'activation de circuits de plaisir et la sécrétion de dopamine. Il y a ces compulsions, la recherche de cet objet-là. Il y a aussi à la privation, il y a l'impulsivité à la privation. Ça, c'est les critères d'une addiction. Tout à fait. Il faut en prendre conscience justement pour essayer d'éviter de tomber dedans. On y arrive, professeur, on va parler de... Oui. Je voulais parler de 2 points. Nous avons vécu des tragédies. Il n'y a pas très longtemps, la baleine bleue. Oui, ça, les jeux assez... Par mimétisme. Nous avons vécu récemment l'histoire de la paracétamol. Oui. Par mimétisme. Une trend où on va l'expliquer rapidement. C'est important. C'est le fait de prendre des paracétamol jusqu'au et voir à quel point on peut résister, et si on peut arriver à l'hôpital, et qu'est-ce qui se passe. Ils sont arrivés à l'hôpital. On a même qui... On a hospitalisé des adolescentes qui ont consommé une grande quantité de paracétamol. Donc comment c'est véhiculé? C'est par les réseaux sociaux. C'est par les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut toujours surveiller son enfant, parce qu'on pense souvent qu'il est à côté de nous, il est en sécurité, mais il a une arme, en quelque sorte, entre les mains. Oui. Et cette arme aussi a d'autres effets aussi sur la santé. On pense à cette lumière bleue qui empêche le sommeil d'arriver, on va dire. Alors, est-ce que vous pouvez justement, docteur Hillel, nous expliquer le mécanisme de la lumière bleue et le sommeil? Oui, effectivement. Alors, la lumière bleue, en fait... Quand on est face à son écran et surtout à des heures relativement tardives, parce qu'en fait, pour toute chose, il y a des points forts et des points faibles. Et quand on reste devant son écran à des heures tardives, forcément, on freine la production de ce qu'on appelle l'hormone du sommeil, cette mélatonine. Et du fait qu'on freine la production par le cerveau de cette mélatonine, forcément, on va décaler ces heures de sommeil. Et le fait de décaler ces heures de sommeil, ça va forcément altérer la qualité de sommeil en elle-même, parce qu'on sait pertinemment que les meilleures heures de sommeil, ce sont les premières heures de sommeil, à partir de 22 heures et non pas plus tard. Et ça entraîne donc des insomnies. Qui dit insomnie dit aussi... Il y a quelque chose qui est inhibé, c'est cette hormone de la satiété, la leptine, tout à fait, en faveur de la gréline. Et la gréline, ça va nous faire manger. Et donc, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. L'enfant ou l'adolescent vont commencer à grignoter. Et le fait de grignoter, c'est la prise de poids, c'est l'obésité pour le papa. En fait, c'est d'abord le surpoids peut-être, et après l'obésité. On sait qu'aujourd'hui, l'obésité est en constante évolution de par le monde, et l'Algérie n'est pas en reste. On est tous concernés par cette obésité, avec tous les risques sur le plan métabolique, l'apparition du diabète, l'apparition de l'hypertension artérielle. Qui concerne les enfants. Les enfants. Moi, je me rappelle que quand on avait fait nos études de médecine, on voyait quasiment pas d'enfants obèses. Aujourd'hui, on voit des enfants obèses quotidiennement dans nos consultations. Dans le temps, quand on voyait un enfant diabétique, c'était forcément un diabète. Bon, aujourd'hui, on l'appelle type 1. C'est le fameux anciennement appelé le diabète insulinodépendant. Aujourd'hui, nous avons réellement des diabètes de type 2, donc qui n'ont rien à voir avec la sécrétion insulinique, la maladie auto-immune. On voit réellement des diabètes de type 2 chez l'enfant, à partir de 10-11 ans, et ça, c'est terrible, quoi. C'est les écrans, la sédentarité qui conduit à ce résultat pour les enfants. On peut rajouter On peut rajouter aussi par rapport à l'œil, le fait de mettre l'écran devant l'œil, très proche, effectivement, il y a un champ visuel qui est très restreint ici. On est dans une chambre où l'air ne change pas, donc on aura une sécheresse oculaire, un champ très rétréci. Et vous savez, les ophtalmos, même notre confrère peut nous parler, la myopie. Il y a plus de cas de myopie. La myopie, c'est quand l'écran, c'est quand le regard il est très proche, c'est la myopie. Oui. Donc c'est la myopie, la sécheresse oculaire. Oui. Et effectivement, et puis bon, après il y a des études pour et des études contre. L'effet de la lumière bleue sur la macula, et qui peut précipiter ou accélérer absolument la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et puis bon, l'effet délétère, je pense qu'il y est
Maintenant, comment on peut minimiser les choses? C'est de l'utiliser de manière rationnelle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des points forts et des points faibles pour tout. Le tout, c'est de pouvoir gérer, de pouvoir rationaliser l'utilisation d'un objet de manière plutôt positive que de laisser les effets négatifs prendre le dessus, notamment par l'addiction. Et les effets de la lumière bleue, donc manque de sommeil, le manque de sommeil induit à quoi chez l'enfant, professeur Tapti? Vous savez, nos grands-mères, même si elles n'ont pas fait les écoles, mais elles nous ont toujours interdit de réveiller un enfant. Oui. Puis il y a l'expression qui dit qui dordine. Qui dordine. Beaucoup de choses. Donc le sommeil est responsable de l'immunité, donc on acquiert une immunité. Il permet la sécrétion de la growth hormone, la GH, qui permet à l'enfant de grandir. C'est anti-stress. Beaucoup de choses, le métabolisme de l'enfant, donc il se développe correctement. Donc quand on dort, on grandit. Tout à fait. Et après, par exemple, vous dormez mal, on les voit aujourd'hui, des enfants qui scrollent toute la nuit. Comment ils se réveillent le matin à l'école? Des troubles d'attention, de concentration. Nous avons beaucoup de consultations d'adolescents pré-ados, l'échec scolaire. Les parents vous disent, mais c'est pas possible, je ne reconnais pas mon fils, il était brillant le mois passé. Et là, il chute. Quand on fait notre anamnèse, on comprend que l'enfant caché, il ne dormait pas dans sa chambre, sous la couette, il est en train de... Donc, je reviens à ce que disent mes confrères. On est dans une ère de technologie, on l'admet, on reste contextuel, c'est pas un problème. Le problème, c'est la réglementation. Comment? Et puis, il faut communiquer avec son enfant. Il ne faut pas lui enlever son portable, vous savez. Comment faire avec un adolescent? C'est pas toujours... Alors, c'est une période assez difficile pour certains. Il faut lui parler. Tout à fait. Il faut lui parler. Il faut parler à son enfant. Il faut lui parler même s'il est petit. Certains, c'est difficile de communiquer avec son adolescent quand il ne veut pas donner son téléphone. Ou vous allez frapper? Non, on ne va pas frapper. Il y a des parents qui frappent leur enfant. Mais il a besoin de ses pairs, il a besoin d'appartenance. Oui. Et à ce moment-là, tous ses pairs ont un téléphone et ils se retrouvent maintenant sur les réseaux, ils ne se retrouvent plus maintenant à l'extérieur. Oui. C'est sur les réseaux qu'on se retrouve, qu'on se fait des groupes de chat et qu'on discute avec ses amis de la journée qu'on a passée, surtout tard la nuit, et c'est ce qui est en train de se passer. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on interdit? Est-ce qu'on coupe le Wi-Fi? Moi, je pense que, si vous permettez, il ne faut pas le faire soi-même déjà. Voilà. Parce que l'enfant suit les parents. Et si nous, on est connecté à notre téléphone à des heures tardives, comment dire à un enfant, il ne faut pas se connecter, ou là, il faut mettre le téléphone de côté, etc. Donc, il faut d'abord donner l'exemple, effectivement. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit qu'il faut communiquer. Vous savez, vous dites à un enfant, ne touche pas, il va toucher. Si on lui explique pourquoi il ne faut pas toucher, parce qu'il y a telle ou telle raison, il y a toutes les chances pour qu'il ne touche pas, en fait. Et s'il fait sa propre expérience et qu'il il touche quelque chose de chaud et qu'il se brûle, et en fait, il y a la confiance qui s'établit, il y a le lien qui s'établit avec la personne référente, en l'occurrence, c'est les parents, quoi. Oui, encore une fois, l'adolescent, à l'âge de l'adolescence, il y a le lobe des émotions qui est plus développé que le lobe de la logique. Donc cet adolescent ne va pas comprendre la logique, de dire c'est interdit de faire ça, c'est interdit de ne pas faire ça. Tout ça, c'est la logique. L'adolescent ne comprend pas ça, mais il est très émotionnel. Donc, si on est ami avec notre enfant, si il nous comprend et on le comprend, on peut lui dire ce qu'on veut, on peut lui intégrer ce qu'on veut. Oui. D'accord, c'est important. En tout cas, c'est pour ça qu'on dit toujours. Ça, c'est pourquoi il faut être ami avec ton enfant, avec ton adolescent. C'est très important. Il faut être ami parce qu'il est très émotionnel, plus que logique et interdit. Ami, mais sans non plus enlever la casquette de parent. Il faut trouver le bon milieu, la neutralité bienveillante avec son enfant. Et puis, il faut communiquer. Il y a autre chose aussi. Il faut répéter. Oui. Il faut répéter tout le temps. Mon fils, un jour, il m'a dit, mais papa, tu me saoules avec ça. Ça y est, j'ai compris la leçon, c'est bon, d'accord. Je lui dis, mais je ne vois pas les résultats. Je ne vois pas les résultats. Mais après, il va comprendre. Lui-même, il va revenir au juste milieu. Et le jour, parce que vous savez, le cerveau d'un enfant, d'un adolescent, il y a des milliards de connexions qui se font. Donc c'est un cerveau plastique, il y a beaucoup de neuroplasticité. Donc par exemple, vous ne pouvez pas... je ne suis pas à blâmer votre enfant, vous allez le frapper. J'en vois beaucoup dans les consultations, ils vous disent, écoute, quand je lui ai enlevé son portable, il m'a insulté, ma fille, vous allez le tabasser. Attention, c'est des erreurs à ne pas faire. Moi, je pense que communiquer avec ses enfants, les enfants comprennent, on a des enfants très intelligents, mais il suffit de lui transmettre le message. Il faut que le message passe. Vous n'allez pas lui dire le message entre deux portes. Il faut pupille dans la pupille.
Et les meilleurs moments de discuter, aujourd'hui, pourquoi on a perdu beaucoup de valeurs? C'est quand, par exemple, il faut manger ensemble. Aujourd'hui, il n'y a pas de famille qui mange ensemble. C'est le moment de transmettre ces messages à ses enfants. Mais vous n'allez pas lui dire... Poser un règlement à la maison. Quand on rentre à la maison, les portables sont posés de côté, à table, pas de téléphone. Discuter de la journée, discuter de votre journée en déjeunant, prévoir des activités le week-end, ramener son enfant au marché. Tout ça permet d'un peu d'aller vers votre adolescent ou votre enfant. C'est très important. Revenir à ce qu'on faisait avant les écrans, tout simplement. Partager un repas en famille. Discuter, converser avec ça. En fait, même quand on est à table, on peut discuter. C'est ça, le moment de partage. C'est le moment de communion. Et absolument. Et ça maintient les liens. Ça maintient les liens. Et c'est vrai qu'après le Covid, on a reçu quand même un coup parce que après le Covid, c'était une période difficile où on était confinés, donc les écrans, c'était notre échappatoire. Les liens sociaux, les liens familiaux, on a perdu un peu. Mais c'est pas une raison de continuer dans ça. Il ne faut pas donner. Mais interdire complètement un portable, non, c'est pas la solution. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il faut réglementer ça. Tout à fait. Très bien. Et on parlait tout à l'heure des problèmes de vue, justement l'impact sur la santé visuelle. Est-ce qu'il y a moyen de, on va dire, comment réduire ces risques-là? On voit sur le téléphone, il y a des options, il y a des protecteurs, il y a des lunettes. Est-ce qu'il y a des moyens justement de réduire l'impact des effets effectivement. Bon, là, je pense que beaucoup proposent, notamment des filtres effectivement anti-lumière bleue pour minimiser un peu l'action de cette lumière bleue sur la rétine. Le risque, l'impact notamment sur la sécheresse oculaire, etc. Mais encore une fois, donc, on disait l'effet de la lumière bleue sur la rétine en elle-même, il y en a qui sont pour et d'autres sont contre. Donc est-ce que c'est plus un effet de publicité ou autre? Je pense que les ophtalmos eux-mêmes ne sont pas tous d'accord pour dire qu'effectivement... Moi, je fais beaucoup plus effet lumière. Pas bleu ou LED ou pas LED, mais beaucoup plus effet lumière qui va agir sur cette mélatonine. Et c'est ce qui est plus important. La lumière agit sur la mélatonine, donc elle perturbe le rythme du sommeil. Oui. Après, c'est juste pour, si vous permettez, en fait, il y a ce qu'on recommande aujourd'hui, parce qu'il y a lumière, le LED blanc et le LED un peu jaunâtre. On recommande plutôt parce que l'intensité de cette lumière bleue est moindre dans les lumières, le LED jaunâtre plutôt que le blanc. Plus il est blanc et plus il y a une forte teneur Donc à la maison, on change les ampoules pour des ampoules plutôt jaunes, plutôt blanches. On revient à ce qu'on avait dans le temps. Exactement. On parle aussi... Oui, professeur. Je voulais dire, justement, pour mettre un peu être dans le même sillage, c'est qu'on n'a pas assez de recul aussi. Tout à fait. Par rapport à l'exposition aux écrans. C'est dans l'avenir qu'on aura vraiment les dégâts induits, parce que sur le plan cognitif, neurocérébral et tout, on n'a pas beaucoup de recul. Donc j'espère que les dégâts ne seront pas aussi importants que ça. Donc il faut être dans la prévention, c'est-à-dire plus on réduit l'exposition, plus on a des chances... Je ne suis pas trop d'accord par rapport, il y a des études très récentes qui montrent l'exposition trop aux écrans. Il y a des parties du lobe préfrontal qui sont rétrécies. Le lobe préfrontal, c'est le lobe de la logique. Ça commence alors les études à prouver. D'accord, c'est le lobe de la logique. C'est même la logique qui dit arrête ce portable-là, arrête là, elle est atteinte. Elle est atteinte. Donc, vraiment, c'est trop neurosciences, les effets des écrans sur le cerveau. Il y a un autre effet, c'est sur l'estime de soi, surtout pour les adolescents. Quand on voit sur les réseaux que tout le monde a une vie pratiquement parfaite, on le voit, tout le monde montre que le côté positif, on va dire, de sa vie, qu'il voyage, ou qu'il ou elle voyage, qu'il a les moyens de s'offrir beaucoup de belles choses et qui donne des exemples où voilà, c'est plus facile de travailler avec les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, je voyage, j'ai une belle vie, je peux me permettre tout ce que je veux. Et puis sur l'estime de soi aussi et sur son image. N'est-ce pas, docteur? C'est vrai. L'adolescent, déjà, il est en train de reconstruire sa personnalité, de se chercher. Donc, où il va trouver cette estime de soi? Au niveau d'un écran. Ça veut dire il va voir des personnalités, il va se comparer à des personnalités qui ne sont pas réelles. Il y a aussi les effets des filtres. Des filtres, voilà. Des filtres Snapchat et tout ça qui arrangent une bouche, affinent un nez, brillent des yeux. Voilà, qui ne sont pas réels, donc il vit dans l'irréel. Le virtuel. Quand on est dans le virtuel, on est dans la fausseté. Et attendez aussi, les messages véhiculés à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake news. Donc beaucoup de fake news. Donc les enfants, les ados adhèrent facilement à ces fake news.
Et c'est trompeur. On va dire que notre génération agrandissant donc a déjà, on va dire, un cerveau qui est arrivé à maturité sans écran, alors que les jeunes d'aujourd'hui, enfin la génération depuis 2000, 2010, hein, pratiquement. Voilà. 2000, le bug de 2000. Voilà. Quasiment dépendants aujourd'hui. Oui. Ils sont nés avec un téléphone, un ordinateur, des réseaux sociaux, et puis on ne voit pas les choses du même prisme. N'est-ce pas? Oui, c'est le bon usage de la chose. C'est le bon usage du portable, au contraire, c'est bien. Mais le mésusage qui est difficile, qui est défaillant. C'est pour ça qu'un enfant, il ne comprend pas. Un adolescent, si vous communiquez... allez, je prends un exemple. Si une mauvaise communication dans la famille, l'adolescent va se rebeller. Il sera dans la rébellion. C'est pour ça que j'insiste et je persiste que l'homéostasie familiale, le bon équilibre familial, il est extrêmement important. Il est primordial. C'est-à-dire que dans le couple, frère et sœur, tout le monde est uni pour quelque chose en harmonie. L'homéostasie. Aujourd'hui, malheureusement, je le dis vraiment avec amertume, on assiste à une sorte d'implosion familiale. Pas toutes les familles, mais une bonne majorité de ces familles. Et quand on a des enfants, on arrive mal à les gérer. Et après, vous savez, l'environnement ne rate pas. Et aussi, il y a le rôle de l'école. L'école n'éduque pas vos enfants. C'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents. Oui. Mais quand même, il faut véhiculer des messages. Où sont à l'école? J'espère qu'ils le font toujours. C'est cette oralité, c'est les exposés oraux. Oui. Voilà, c'est permettre à l'adolescent de s'exprimer. Là, aujourd'hui, vous savez, il y a des adolescents qui copient tout sur Snapchat, sur ça, sur ça. Voilà, Snapchat, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. On demande à n'importe quelle intelligence artificielle de nous générer un devoir, un contenu. En lisant des livres, aujourd'hui, ChatGPT ou autre le fait en même pas une minute. Les dégâts seront encore plus importants à l'avenir. Faut-il plutôt apprendre à travailler avec et ne pas être technophobe en quelque sorte? Non, il ne faut pas être technophobe. Voilà, c'est ça. Et ne pas être dépendant non plus. C'est un outil utile, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir rester dans le rationnel. Il faut éviter les dérapages, il faut éviter les... Oui, je suis d'accord, parce qu'on nous dit que cette technologie-là nous permet de l'information. Mais il y a une différence entre l'information et la connaissance. Si tu défiles 1000 informations par jour, est-ce que tu as retenu quelque chose? Est-ce qu'il y a du fake et du vrai? Si tu demandes à cet adolescent, cet enfant, qu'est-ce que tu as retenu de ta journée? Il va te dire, je ne sais pas. Il n'a rien mémorisé. Donc ça, c'est une information, mais il n'a pas de connaissance. Donc c'est différent. L'information et la connaissance, c'est deux choses très différentes. Aujourd'hui, si on continue comme ça, une surexposition aux écrans, nous aurons des garçons, des filles, des adolescents robotisés, numérisés et digitalisés. Ce sera des robots avec la chair. C'est ça, le drame, il est là. Donc c'est à nous, en tant que parents, on a une responsabilité, qu'on le veuille. Et les parents ne sont pas tous forcément conscients, justement, du danger de ces écrans. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission. Il faut sensibiliser. Voilà. C'est salutaire. On n'est pas conscient de ce qui se passe sur le net. On n'est pas né avec. On s'adapte avec, on commence à découvrir les enfants. C'est souvent les enfants qui apprennent à papy, mamie ou à maman comment installer une application ou comment surfer comment utiliser. Donc, ils ont quand même quelques marches d'avance, une bonne longueur d'avance. On peut privilégier autre chose. Il faut s'ouvrir à des activités sportives. Il faut s'ouvrir à des activités artistiques. Il faut s'ouvrir à beaucoup de choses. Je n'interdis pas. Beaucoup de gens me disent, mais écoutez, vous êtes... Non, on n'interdit pas. Mais il faut rester en communion de communication avec ses enfants. C'est la chose la plus importante. Quelle est la thérapie, justement, pour soit des enfants, soit des adultes? Parce que les adultes eux-mêmes peuvent tomber dans cette addiction. Reprendre un peu les traditions d'avant. Voilà. Alors, il y a la première prévention, la deuxième, la troisième. La première prévention, c'est quand vous n'êtes pas trop addict, vous êtes dans la communication, vous transmettez, voilà. La deuxième, c'est des thérapies. La troisième, ça nécessite parfois des hospices. Ça arrive à des hospitalisations, ça arrive même à de la chimio avec des médicaments, parce que vous arrêtez un adolescent un truc sur les écrans, il va vous faire une dépression. Il va vous faire une anxiété, il va vous faire une tentative de suicide. Donc là, ça nécessite. Et on ne veut pas y arriver à ça.
avant d'y arriver à ça, parce qu'on est arrivé à des situations dramatiques. Quels sont les signes qui devraient nous alerter chez un adolescent, on va dire? Professeur Boufflèche l'a très bien détaillé. Oui. C'est l'isolement. Oui. Excusez-moi si j'ai pris un peu la parole. Bien sûr, bien sûr. La désocialisation. Voilà, c'est l'irritabilité, la désocialisation, l'intolérance à la frustration, le retrait, manque de concentration, échec scolaire, agressivité, attention, hostilité. C'est des signes. Vous savez, dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie, c'est ce qu'on appelle la rupture par rapport au comportement antérieur. Vous avez un adolescent, un enfant qui est bien éduqué, à l'école, structuré, il parle, il communique. Oui. Du jour au lendemain, voilà, vous allez constater une modification du comportement. C'est là où vous devez agir. Vous dites, mais attends, mon fils n'était pas comme ça. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose. C'est la rupture par rapport au comportement antérieur. Par rapport aux enfants aussi, là il a parlé, professeur Tapti, par rapport à l'adolescent, mais par rapport aux enfants, on aura des signes qui diffèrent pas trop des signes de l'autisme. Oui. Des troubles de communication, des stéréotypies, un trouble de langage, un retard de langage. Donc, c'est vraiment, ça fait peur. Donc, on reçoit des consultations où la maman ou le papa me demande est-ce que mon fils est un autiste ou pas. Et quand on voit un entretien, il me dit depuis le premier jour, je le laisse devant la télévision, devant l'écran, c'est pour ça qu'il a ça. Bon, pour dire que c'est un autiste ou pas, moi, je ne peux pas répondre. La première chose que je demande, c'est d'arrêter les total, et après le revoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, et voir comment il va évoluer. C'est important. Un peu dans le même sens, pardon, excusez-moi. Oui, des fois, on voit des parents émerveillés par le comportement de leur enfant, face à leur téléphone. Fascinés. Fascinés, c'est la fascination. Ils sont super intelligents, ils arrivent à déverrouiller. Ils sont super intelligents, il fait ça mieux que moi. Mais en fait, on ne reconnaît pas que c'est un signe d'alerte. Là. C'est un enfant qui va devenir addict, c'est un enfant qui va se désocialiser, etc. Ça va vite. Oui, et justement, est-ce qu'il y a un lien entre l'autisme et les écrans plutôt? Voilà. Ça, c'est une question qui m'a été posée 1 million de fois. Oui, mais je me ferai un plaisir de répondre à cette question. Voilà, et je te remercie d'avoir... Vous savez, on est autiste, on ne le devient pas. Ce n'est pas les écrans qui vont vous donner un autisme. Par contre, il y a un mimétisme de symptomatologie. Ça veut dire que vous avez un enfant qui est surexposé aux écrans, il va développer les mêmes signes qu'un autiste. Les signes de l'autisme, c'est des troubles du comportement, il n'y a pas de communication, pas de langage verbal, il n'y a pas de langage, il n'y a pas d'interaction, alors qu'il n'est pas autiste. Donc c'est là où il faut faire la part des choses. Oui. Donc, quand généralement ils viennent, à l'âge de 4 ans, 5 ans, on vous dit « mon fils ne parle pas ou ma fille ». Et quand on revoit, il y a une surexposition aux écrans. Mais par contre, si l'enfant est déjà autiste, et vous faites une surexposition, ça fait cocktail Molotov, parce que vous allez empirer le truc. Mais les écrans n'induisent pas l'autisme. On est autiste, on ne le devient pas. C'est pour ça que jusqu'à 3 ans, jusqu'à 4 ans, 5 ans, jusqu'à ce que l'enfant développe l'oralité, jusqu'à ce que l'enfant développe la socialisation, il faut se permettre 15 minutes d'exposition à une tablette ou quelque chose à partir de 4-5 ans. S'il y a lieu de l'éviter, il faut que les gens qui nous écoutent, ne comprennent pas ce qu'on a dit, vous laissez de préférence pas d'écran. Quand on a parlé tout à l'heure de la télé, aussi c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas toléré la télé. Mais s'il y a lieu de choisir, au moins un peu de télé, au moins c'est passif. Voilà. D'accord. Qu'il n'y ait pas confusion. Très bien. Et pardon, Dernier mot, docteur Kaloun. Non, par rapport à cet autisme exposition, je ne sais pas, peut-être professeur, l'arrêt, c'est probablement quand on arrête cette exposition-là, il y aura une amélioration. Oui, ça se fait d'elle-même parce que c'est de la stimulation. D'accord. Ben oui, quand on arrête les écrans, les parents viennent vous dire, parce que nous, quand ils nous le ramènent, on voit déjà qu'il ne s'agit pas d'autisme. On leur dit, écoutez, arrêtez les écrans, communiquez avec votre enfant, ramenez-lui des enfants. Oui. Ramenez-lui des enfants, on le dit. Si son état s'améliore, c'est que ça va s'améliorer. Ça s'améliore, sans problème. Elle vient 1 mois après, elle vous dit, mais attendez, maintenant il parle. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci, professeur Tapti Medjid, vous êtes chef de service pédopsychiatrie à l'ESH Cheraga. Merci pour votre participation. Docteur Hellel Adlan, vous êtes spécialiste en médecine interne. Merci aussi pour votre participation. Merci à vous. Docteur Kaloun Nasreddine, vous êtes psychiatre en libéral et merci à vous aussi pour votre participation. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée avec le reste des programmes de la chaîne. Au revoir.